merci d'être là. Merci à messieurs les abbés qui sont aujourd'hui en force, puisque nous avons trois ecclésiastiques, quatre, excusez-moi, mal, c'est l'émotion. Donc merci à monsieur le maire d'être là avec son épouse, merci à madame la conseillère. Et puis merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Nous avons une actualité à Terre et Famille qui est bouillonnante, pleine de belles perspectives. Et nous venons de créer dans le Tarn, à La Bruyère, une antenne de Terre et Famille qui démarre de façon très vigoureuse, qui aura bientôt sa page Facebook. Et c'est une rencontre que nous avons faite donc avec Elisabeth, c'est Sylvie Lecastre. On a communément l'habitude de l'appeler Sylvie Lecastre, on va lui garder son nom de code donc Sylvie Lecastre qui mène tambour battant cette antenne de Terre et Famille. Donc dont les objectifs sont clairs, c'est s'enraciner pour s'élever, c'est-à-dire faire tout ce qu'on peut là où on est, avec ce qu'on a. Et si possible s'investir localement dans des œuvres, que ce soit de la politique locale jusqu'à la restauration de bâtiments ou à la protection de patrimoine et autres. L'actualité de Terre et Famille aussi m'a transporté jusqu'en Arménie dernièrement. Donc la fois d'avant j'avais été en Iran. Ce tout début avril je suis allé en Arménie. Et c'était un voyage absolument extraordinaire. J'ai rencontré un peuple héroïque qui résiste qui a 3000 ans d'histoire, qui est la première nation chrétienne, puisque c'est en 301 que Saint Grégoire l'Illuminateur va, grâce au roi Tiridate III, faire de l'Arménie la première nation chrétienne. Donc c'est un peuple, je dirais, viscéralement chrétien, et qui résiste malgré, je dirais, une géographie, une géopolitique et une histoire on ne peut plus tumultueuse. Et on se souvient bien sûr, enfin pour les plus jeunes d'entre nous, vous ne savez pas, mais le génocide arménien des années 1915 à 1922, qui a été terrible, puisqu'on a plus d'1,5 million de morts, et qui sont morts parce qu'ils étaient chrétiens. Donc c'est un peuple qui résiste envers et contre tout, qui aujourd'hui est en émoi. On parle du Haut-Karabakh, qui serait revendiqué par l'Azerbaïdjan. Seulement ce qu'on oublie de dire, c'est que les Azéris ont hérité du Haut-Karabakh, parce que du temps où l'Arménie était soviétique, la Russie soviétique, l'URSS, de façon très arbitraire, et pour faire plaisir à l'Azerbaïdjan, couper une jambe donc pris une province complète, donc le Haut-Karabakh, à l'Arménie, pour la donner pour faire plaisir aux Azéris. Donc l'Azerbaïdjan n'a pas de droit, je dirais, historique sur le Haut-Karabakh. Donc voilà, c'est juste quelques informations. Je serais ravi d'en parler à un autre moment. En tout cas, je laisse maintenant Elisabeth présenter notre invité. Notre invité, Paul Rignac. Donc, vous êtes juriste de formation et vous êtes beaucoup investi dans l'action humanitaire en Asie du Sud-Est, notamment dans les pays de l'ancienne Indochine française. Vous avez recueilli de nombreux témoignages et, grâce à des archives personnelles, vous offrez un éclairage de la colonisation très différent de ce qu'on peut aujourd'hui colporter. Vous avez donc écrit et publié de nombreux ouvrages sur ce sujet, sur l'Indochine, voilà. Et puis, installé depuis longtemps en Charolais, vous êtes intéressé à l'histoire locale et publié un ouvrage sur les Blancs, sujet que vous allez nous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup.
Et voilà, donc il reste quelques rares ouvrages que vous pourrez... Il en reste 4 à vendre, puisque tout ce qui a été déjà édité est épuisé. Merci beaucoup de nous présenter ce sujet bien local et qu'on a hâte de découvrir grâce à vous. Bien, merci Elisabeth, merci Stéphanie de m'accueillir et merci à vous tous d'être aussi nombreux. Je suis impressionné par un auditoire d'une telle qualité et d'un si grand nombre. Je voudrais vous dire tout d'abord, et en préambule, que je n'ai pas la prétention d'être un exégète des Blancs. Je ne suis pas universitaire, je ne suis pas historien de formation et je ne suis surtout pas théologien. Je vois dans l'Assemblée des gens beaucoup plus qualifiés que moi pour parler de théologie. Par contre, je peux vous parler des Blancs au titre d'éditeur. Parce qu'il se trouve que une série de circonstances et d'enchaînements de circonstances a fait que j'ai été amené à éditer un livre sur les Blancs et c'est comme ça que j'ai découvert la question. Donc ce travail d'éditeur, il se trouve dans ce livre-là qu'on a appelé, avec mon épouse, puisque c'est mon épouse qui a créé la maison d'édition Arcons Éditions, Le mystère des Blancs. Donc pour des raisons tout à fait personnelles et qui n'ont rien à voir avec l'entreprise, nous avons dû interrompre cette expérience éditoriale. Donc, comme nous l'a dit Elisabeth tout à l'heure, le livre est épuisé. Il en reste 4 exemplaires que j'ai apportés aujourd'hui. Ma démarche n'est donc pas de vendre ni les livres, ni une entreprise qui n'existe plus, mais de vous faire partager le peu que j'ai appris sur les Blancs et sur les anticoncordataires en général. Donc comment est né ce livre? Comme vous l'a dit Elisabeth tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé sur l'Indochine et sur l'histoire de l'Indochine à partir de témoignages. Et en 2012, je préparais la sortie de mon 3e ouvrage sur le sujet chez mon éditeur parisien, Indo Édition, en la personne de Cyril Bondroit, qui est aussi un ami. Et pour la préparation de ce dernier livre, Cyril m'a dit « Tiens, est-ce que ça t'amuserait de voir comment on fait le livre ? La mise en page, la couverture, l'iconographie, est-ce que l'aspect technique t'intéresse ?» Il se trouve que j'ai pu me libérer à ce moment-là, et je suis allé le voir à Paris, et j'ai participé à l'élaboration du livre. Puis en rentrant à Charolles, cette histoire de fabrication de livres cheminait dans ma petite tête, et je me suis dit, mais après tout, pourquoi ne pas créer aussi quelque chose à Charolles? Il y a certainement une substance dans le Charolais, il y a plein d'histoires, il y a une histoire riche, très dense, très profonde. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de créer quelque chose sur l'histoire du Charolais? Mon épouse Véronique, qui est quelque part par là, parmi vous, a longtemps travaillé dans le monde de la presse à Paris, elle avait quelques compétences sur la question, donc à nous deux, on s'est dit qu'on allait peut-être réussir à monter quelque chose de viable. Et nous avons donc créé cette petite maison d'édition qui portait le nom de l'Arcons, puisque nous habitons à Charolles, au bord de l'Arcons, et donc Arcons Édition. Voilà. Et je me suis ouvert de ce projet à un ami, libraire et érudit, qui habite également Charolles, et qui m'a dit, si tu dois éditer quelque chose sur l'histoire du Charolais, il faut absolument que tu réédites l'Oias. Alors qu'est-ce que c'est que l'Oias? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'Oias en patois charolais, c'est la pie. Et la pie, c'est l'oiseau ni noir ni blanc, ou blanc et noir, comme on veut. On peut voir ça des deux côtés, en positif ou en négatif. Il m'a dit, c'est un roman extraordinaire, il n'a jamais été réédité, on ne le trouve pas, ça sera une bonne idée de l'éditer. Alors je me suis mis à la chasse à l'Oias, ce qui n'était pas facile parce que ça avait été édité dans les années 60 par une petite maison lyonnaise qui a disparu, et pour en trouver un d'occasion, il fallait vraiment se battre. J'en ai trouvé un que j'ai payé une fortune sur Amazon, et je l'ai lu et tout de suite j'ai eu le coup de foudre pour le style, la qualité littéraire du roman. C'est très très bien écrit, c'est une plume, c'est une personnalité, c'est certainement ce qui a le plus de personnalité dans la littérature charolaise que j'ai pu connaître avant. Donc je me suis dit effectivement, ça mérite d'être édité. Maintenant il y avait un problème juridique, bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais il fallait trouver les droits, parce qu'il y a des droits d'auteur. Comme le roman avait été édité en 62 ou 64, il y avait forcément un problème juridique, donc il a fallu chercher les héritiers, je vous raconterai après comment ça s'est conclu. Et puis, surtout, plus je lisais le roman, plus je le trouvais à la fois merveilleusement écrit et aussi quand même écrit avec une plume trempée dans le vitriol. Terriblement anticlérical, terriblement anti-blanc et terriblement agressif envers les Charolais.
j'ai appris plus tard que l'auteur venait un peu en vacances forcées à Charolles dans sa belle famille, qu'il s'ennuyait ferme et qu'il a un peu déversé toute sa bile contre les Charolais dans son roman. Ce qui fait que la rue de la Madeleine, où j'habite, et où il venait passer ses vacances, est dépeinte sous un jour absolument épouvantable. Donc je me suis dit, c'est bien, ça mérite d'être édité, mais ça manque quand même d'objectivité. Par ailleurs, je connaissais, sans vraiment le savoir, mais je croyais connaître des Blancs, et ces gens-là ne correspondaient pas du tout à la description qui est faite dans le roman. Donc mon sang d'historien n'a fait qu'un tour, et je me suis dit, on ne peut pas éditer ça comme ça. Ça ne serait pas juste, j'aurais eu un sentiment de malaise à éditer un ouvrage aussi agressif. Et donc je me suis mis à chercher un complément. On pourrait, plutôt que de faire une réédition toute bête de Loyasse, faire un ouvrage, un dossier sur les Blancs. Donc partant de cette idée, il a fallu que je trouve des enquêtes qui ont déjà été faites, des mémoires universitaires, des thèses, tout ce qui a été écrit sur les Blancs. Alors je suis parti à la chasse aux archives, j'ai été beaucoup aidé par des familles charolaises qui avaient des choses, il y avait des vrais trésors chez elles. J'ai mis de côté les thèses universitaires qui sont remarquables, qui sont très sérieuses, qui sont bien faites, et moi, en tant qu'auteur, je leur arrive pas à la cheville. Il y a la thèse de Madame Duvernois, qui est une charolaise aussi, qui connaît très bien son sujet, mais c'est un pavé épais comme ça. C'était impossible à rééditer à côté d'un roman. Il y a une autre thèse, un mémoire de Master 2 de l'Université de Lyon des années 2000, donc beaucoup plus récent, de Madame Burneau, qui est brillante, intelligente, très bien faite, mais disons très conceptuelle et dans un langage universitaire qui n'est pas accessible au grand public. Donc je n'ai pas cherché à rééditer non plus cette thèse à côté de Loyasse. Et puis en cherchant bien, j'ai fini par trouver un ouvrage assez ancien, des années 20, d'un professeur du lycée de Charolles, qui s'appelait M. Claude Brun, et qui a écrit Les Blancs du Charolais, tout simplement. Ça ne peut pas être plus simple comme titre. Et en quelques pages, il décrit de façon très objective, très simple, très factuelle, ce que sont les Blancs du Charolais. Donc pour moi, l'ouvrage était tout trouvé. En plus, il était dans le domaine public, ce qui facilitait le travail du rééditeur. Voilà. Donc on a commencé par ça. La première partie du livre, c'est Les Blancs du Charolais de Claude Brun. La deuxième partie, c'est Loyasse de Jean Gauthier. Et enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pensais connaître des Blancs, des gens que l'on soupçonne d'être blancs, mais qui ne le disent pas, bien sûr, tant le secret est bien gardé autour de cet état. Et en leur parlant de mon projet, ils m'ont carrément ouvert leurs archives familiales. Et non seulement ils m'ont confié leurs archives familiales, mais ils ont accepté de parler, non pas à visage découvert, ils m'ont demandé de garder l'anonymat, mais ils se sont ouverts d'absolument toute leur vie de blanc, et même de ménage mixte, puisque lui est blanc et elle est catholique à l'origine. Donc j'étais devant un témoignage très original et devant des archives. J'ai eu entre les mains, ils m'ont même laissé chez moi pendant plusieurs semaines, le livre des Blancs, qui est en fait le missel d'avant la Révolution, auquel ils ont ajouté quelques prières, et qui est un livre qui est réédité constamment, ce qui est un signe de survie du mouvement. Si on réédite un livre, c'est qu'il y a forcément des lecteurs, et c'est qu'il y a des enfants à qui on le donne pour leur première communion, du moins la première communion à la manière blanche. Donc voilà, la troisième partie du livre était trouvée, et puis au milieu de toutes ces archives, plus ou moins intéressantes, comme dans tout ce que l'on peut compulser comme archives sur un sujet, j'ai trouvé deux choses qui m'intéressaient. Il y avait un très beau livre de M. Joseph Sandre, qui était un habitant de Saint-Julien-de-Civry, qui vivait au début du XXe siècle, et qui a écrit une monographie de son village. Et dans cette très belle monographie, qui est dans un grand papier avec des enluminures, enfin c'est un très très beau livre, il y a 2 pages consacrées aux Blancs, avec beaucoup de gentillesse, vraiment beaucoup d'affection pour les Blancs et beaucoup d'admiration pour les Blancs. Et j'ai trouvé utile de présenter en 2 pages le témoignage de quelqu'un qui a vécu au milieu des Blancs et qui ne les accuse pas de toutes les sombres choses qu'on peut les accuser, d'être une secte obscure. Enfin, nous verrons ça tout à l'heure. Donc j'ai trouvé ça très objectif. Et puis, il y a l'inverse. Il y a un petit opuscule qui est paru à la fin du XIXe siècle, qui est signé d'un abbé dont on ne trouve trace nulle part, l'abbé Lacharme.
Alors l'abbé Lacharme, qui est l'auteur de ce livre sur les Blancs, c'est vraisemblablement un pseudonyme parce qu'on ne sait pas qui il est. Mais alors par contre, il est d'une violence contre les Blancs qui est absolument impressionnante. C'est-à-dire c'est schismatique, hérétique, charbon de l'enfer, et on n'en parle plus. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un équilibre à trouver entre l'admiration de Joseph Sandre et puis la thèse du père Lacharme. C'était intéressant de citer les deux pour montrer aux lecteurs de quelle façon on abordait les Blancs. Moi, je ne prends pas du tout parti dans l'histoire, je suis le présentateur. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez bien, on va rentrer dans le vif du sujet, après cette anecdote personnelle. Qu'est-ce que c'est que les Blancs ? Et pourquoi on les appelle comme ça? Alors là, je ne sais pas très bien par où commencer, parce que pourquoi on les appelle comme ça, personne ne sait. On dit les Blancs à cause du mouvement royaliste sous la Révolution. Ce sera appelé les Blancs parce que les monarchistes étaient les Blancs par opposition aux Bleus. Seulement, il y a un truc qui ne colle pas, c'est que dans le Haut-Beaujolais et dans le Forêt, la petite église se fait appeler les Bleus. Donc là, mystère sur la dénomination. Il y a des gens, dont Claude Brun, qui suggèrent qu'ils se seraient eux-mêmes appelés les Blancs à la suite de la disparition de leur clergé, qui n'a pas été renouvelé faute d'ordination. Et donc, ils ont été simplement contraints à des messes blanches, à des communions blanches, à des cérémonies blanches. Je ne sais pas ce que ça vaut, peut-être que les théologiens seraient plus calés que moi pour répondre à cela. Et puis, par ailleurs, on voit bien que dans le reste de la France, ils ont tous des noms différents. Donc l'origine, la diversité des appellations montre qu'en fait, on a affaire à un mouvement qui n'est pas uniforme et qui n'est pas unifié et qui n'est pas hiérarchisé. Le mouvement blanc, c'est quelque chose qui est né spontanément dans diverses régions de France et de Belgique à la suite d'initiatives purement locales, mais même pas régionales, vraiment locales, villageoises. Il n'y a pas de mouvement anticoncordataire unifié, hiérarchisé, harmonisé, et que l'on puisse appréhender avec un seul interlocuteur. À preuve, ces différences de noms dont je viens de vous parler. Donc, quelle est l'origine de ce mouvement anticoncordataire? L'origine, il faut la chercher dans la Révolution française et dans la première constitution civile du clergé, en 1790. Vous savez que la Révolution française a donc supprimé l'ordre religieux, donc le clergé n'avait plus de statut légal en France, et dès la monarchie constitutionnelle, avant même la Convention et avant même la Terreur, on a nationalisé tous les biens de l'Église et on a cherché à faire rentrer le clergé dans le giron du gouvernement révolutionnaire. Le serment était assez bénin, le premier serment. Il y a eu plusieurs serments, celui de 1790, on demandait aux prêtres de jurer fidélité à la nation et au roi. Mais c'était déjà trop, parce que ça n'avait pas lieu d'être dans l'Église. Or, le gouvernement révolutionnaire a hiérarchisé son mouvement de façon à ce que le clergé dépende complètement du gouvernement et non plus de l'Église romaine. Donc le pape Pie VI s'est opposé formellement à la constitution civile du clergé. Louis XVI, dans un premier temps, s'y est opposé complètement. Et les réactions ont été très variées dans la population française. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de réaction uniforme. Il y a une moyenne nationale, mais qui ne veut rien dire. La moyenne nationale, c'est 48% des catholiques ont suivi la réforme, c'est-à-dire ont suivi le clergé jureur. Ça, c'est à l'échelon national. Mais quand on regarde à l'échelon local ou même régional, alors il y a des disparités absolument incroyables. Si vous allez dans le sud-est de la France, dans le Var, c'est environ 95% des fidèles qui ont suivi le clergé jureur. À l'opposé, dans le Haut-Poitou ou dans d'autres régions, c'est l'inverse. Vous avez 3% de jureurs et 97% de réfractaires. Donc c'est un paysage très 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 diversifié qui s'offre à nous. Et on ne peut pas parler d'un ensemble réfractaire global pour toute la France.
Il y a des villages, des endroits, des villes réfractaires. Au sein du clergé, c'est assez paradoxal. L'épiscopat est très majoritairement, sinon unanimement, anti-constitution civile, réfractaire. D'ailleurs, beaucoup d'évêques vont partir en exil. En ce qui concerne les curés de paroisse sont majoritairement favorables au serment révolutionnaire. Là où on rencontre une très forte opposition, c'est chez les vicaires. Les vicaires sont majoritairement fidèles à l'ancien système. Et donc même au sein de l'Église, c'est très difficile d'appréhender les choses. Au niveau de l'épiscopat, bon, à part notre célèbre et très régional Talleyrand-Périgord, évêque d'Autun, il n'y a pas beaucoup d'évêques qui ont suivi la Révolution. Donc dans un premier temps, vous avez, selon les lieux, selon les diocèses, selon les prêtres, c'est très variable, on ne peut pas dire que la Bourgogne est comme ci, le Var comme ça, c'est vraiment selon les endroits. Vous avez une réaction réfractaire, c'est-à-dire que des gens vont refuser de suivre le curé jureur. Et dans les conditions de la Révolution française, il fallait un courage, parce qu'on adoptait cette attitude au péril de sa vie. Il y a eu des moments un petit peu différents. En 91, Talleyrand et Sieyès ont obtenu que le clergé réfractaire puisse se faire affecter certaines paroisses. Il y a eu une tentative de réconciliation de la part de Talleyrand qui est assez mal connue. Il a dit, bon, mais finalement, vous n'aurez plus vos églises paroissiales, interdiction formelle de dire la messe, mais on va vous attribuer, un peu comme on l'a fait aux traditionalistes au début, on va vous attribuer des paroisses d'exception. Donc, ça n'a pas eu tellement de lendemain parce que très vite est arrivé 92, 93, la terreur, et là ça s'est transformé en massacre, c'est-à-dire que vraiment les fidèles et les prêtres réfractaires pratiquaient leur religion au péril de leur vie. C'est-à-dire qu'ils devaient se cacher les prêtres, les nourrir, les loger au péril de leur vie. Assister à la messe, c'est encore plus difficile, parce que pour assister à la messe, on est nombreux, ça se voit. Donc il faut trouver des endroits bien cachés, des endroits en forêt, des endroits abrités, des lieux où la maréchaussée révolutionnaire ne pourra pas suivre. Donc les gens ont pris, du fait de la pratique réfractaire, et c'est très important de s'en souvenir, ont pris l'habitude du secret, le plus impénétrable. Et ont pris l'habitude de garder ce secret parce qu'ils savaient que leur vie était en jeu. Donc passe la constitution civile du clergé, arrive la réaction thermidorienne, et la réaction thermidorienne casse tout. Il n'y a plus de constitution civile du clergé, mais on ne revient pas pour autant comme avant. C'est-à-dire qu'à partir de 95-96, on est dans un no man's land absolu en matière de relations entre l'Église, les paroissiens réfractaires, les paroissiens jureurs, le clergé, Rome, tout ça est dans le flou le plus complet. Donc, on est toujours dans le cadre de la République après la réaction thermidorienne, on arrive, après le directoire, on arrive au consulat, et là, Napoléon Bonaparte, premier consul, veut réconcilier l'Église de France et la République. Qui dit réconciliation dit compromis, et qui dit compromis dit nécessairement insatisfaction de part et d'autre. Napoléon revient finalement, non pas exactement à un serment, mais à une église dépendante du gouvernement français, ce qui avait été abandonné quelque temps par la réaction thermidorienne et par le directoire. Donc, Napoléon prépare, dans le plus grand secret, un traité qui s'appelle le Concordat, qui est signé en 1801, mais qui ne sera dévoilé qu'en 1802, tant on craignait la réaction des populations. Et puis en plus, il n'était pas tout à fait terminé, il y avait des annexes en préparation, enfin c'est assez compliqué, je ne vais pas rentrer ici dans les détails, puisque on va parler a priori en priorité seulement des Blancs. Toujours est-il que les Blancs et la petite Église font partie de ces gens qui ont refusé le Concordat signé entre Napoléon Bonaparte, premier consul, pas encore empereur, pas encore sacré dans la cathédrale de Paris, Bonaparte, premier consul, et le pape Pie VII. Le pape Pie VII souhaitait aussi
un arrangement. On ne pouvait pas rester dans cette situation de conflit larvé, qui est plus que larvé depuis le Directoire, et de conflit ouvert sous la Terreur. C'était impossible de continuer comme ça. Donc on comprend très bien la volonté qu'il y a eu de part et d'autre, mais on comprend aussi qu'il y ait eu des oppositions, parce que ce concordat modifiait sensiblement le fonctionnement de l'Église de France. Les principaux traits du concordat sont les suivants. Sur le plan matériel, il y avait une réorganisation révolutionnaire des évêchés français qui étaient entérinés par le concordat. C'est-à-dire que 10 évêchés disparaissaient, et les évêchés étaient bâtis sur le modèle de la départementalisation, c'est-à-dire à peu près un évêché par département, avec comme règle de base l'idée qu'il fallait être à une voiture à cheval de la partie la plus éloignée du département. C'est ça qui a créé les départements, et c'est ça qui a présidé aussi à la constitution des nouveaux diocèses. Donc, disparaissent pour nous en Saône-et-Loire 2 diocèses, le diocèse de Mâcon et le diocèse de Chalon-sur-Saône. Ça n'a pas d'influence sur les Blancs du Charolais, qui dépendaient du diocèse d'Autun. D'une façon générale, on peut dire que ce redécoupage des diocèses n'a pas eu véritablement d'influence sur la naissance des mouvements anticoncordataires. Ça a eu une grosse influence sur le comportement des évêques. Parce que les évêques, qu'ils soient jureurs ou non, qu'ils soient exilés, qu'ils soient revenus d'exil, qu'ils soient démissionnaires, parce que pour constituer les nouveaux évêchés, Napoléon a exigé que tous les évêques démissionnent et qu'on les nomme après ça, chacun, un par un, à leur nouvel évêché. Ou à leur nouvelle métropole pour les archevêques, puisque c'est comme ça qu'on appelle. Et pour nous, pour les Charolais, la métropole est devenue Besançon. On a dépendu, à partir de là, de l'archevêché de Besançon, et non plus de Dijon ou de Lyon ou quelque chose de plus proche que Besançon. Donc il y a eu des oppositions de la part des évêques, mais fort peu de la part du clergé, et encore moins de la part des populations qui étaient très éloignées. Il ne faut pas oublier que l'information ne circulait pas comme aujourd'hui. L'évêque de l'époque était assez éloigné des populations, et ces modifications concernant la structure des évêchés a eu peu d'impact sur les populations locales. Personne n'a pris la fourche et le bâton pour aller sauver l'évêché de Mâcon ou l'évêché de Châlons. La deuxième chose que créait le concordat, c'est la dépendance, donc la nomination des évêques et des prêtres par le pouvoir politique, et surtout le fait que les prêtres devenaient salariés de l'État. Cela existe encore dans les départements français d'Alsace et de Moselle, qui sont restés concordataires, et où les prêtres sont toujours soumis au régime du concordat de Pie VII et de Napoléon Bonaparte, et sont toujours salariés de l'État. Le concordat, ça ne nous concerne pas, mais a été également élargi plus tard à la religion luthérienne, calviniste et aux Israélites également. Mais bon, ce n'est pas notre propos de ce soir, mais c'était une vision, ça montre que c'était une vision très large de la part de Napoléon qui voulait la paix civile avec toutes les religions. Donc, deuxième pierre d'achoppement, le fait que les prêtres soient payés par l'État. Ça n'a pas non plus rencontré beaucoup d'opposition, à quelques exceptions près, mais peu d'opposition de la part du clergé. Je vous disais que la seule opposition, c'était celle des évêques. Ce qui est assez intéressant de noter, c'est que même une majorité d'évêques démissionnaires a voté contre le concordat. Ils ont adressé au pape Pie VII une réclamation très officielle en disant qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils se soumettaient pour des raisons hiérarchiques, mais ils ne reconnaissaient pas le droit au gouvernement français de nommer les évêques et les prêtres. Cela dit, puisque le pape leur donnait, ils se soumettaient. Et il n'y a pas eu de suite à leur demande, mais ils l'ont quand même formulé avec énergie, plus ou moins pour certains. La tête du mouvement épiscopal anti-concordataire a été prise par l'ancien évêque de Blois, Monseigneur de Thémines, qui jusqu'en 1829, date de sa mort, a été très actif dans le Vendômois et autour de Blois, et en général autour de la Vendée, pour réveiller un peu les paroissiens contre le concordat. C'est aussi ce qui explique pourquoi il y a une petite église très puissante, peut-être la plus puissante de toutes les petites églises, en Vendée.
Bien sûr, c'est lié à la Vendée militaire, à l'histoire de la Vendée militaire, mais pas seulement, parce que ça va jusqu'à Blois, jusqu'à Vendôme. C'est un mouvement qui a été très large, qui a duré, et qui a même été très énergique sous la Restauration. Parce qu'il y a eu une nouvelle tentative de concordat en 1817, sous Louis XVIII, et qui n'a pas eu de suite, qui a été refusée. Elle a été refusée de part et d'autre, personne n'en a voulu, mais les anticoncordataires de Vendée, du Haut-Poitou et du Vendômois sont restés extrêmement actifs. Et puis, je vous le dirai tout à l'heure, ils se sont en grande majorité ralliés par la suite. Pour le reste, on assiste donc, comme je vous le disais, à des mouvements extrêmement disparates. En Belgique, on les appelle les Stevenistes. Pourquoi ? Parce que c'est le curé qui était à leur tête, qui s'appelait le père Stevens. Et le père Stevens a donc créé le mouvement stéveniste. Je crois qu'il ne reste plus de stévenistes aujourd'hui en Belgique. Je peux me tromper, une fois je me suis fait gronder à Chauffaille parce que j'avais dit qu'un de ces petits mouvements du Haut-Beaujolais n'existait plus, et une dame est venue trouver, mais j'en suis, monsieur. J'en suis, et on est beaucoup plus nombreux que ce que vous croyez. Je dis, bon, très bien, j'en prends acte, chère madame, je suis très modeste en la matière. Donc voilà, les stévenistes en Belgique. Une histoire qui est intéressante aussi, qui est tout à fait parallèle à la nôtre, c'est celle de la petite église du Lyonnais. La petite église de Lyon, là aussi, terreau très favorable. Lyon, connu pour son tempérament contre-révolutionnaire, son engagement contre-révolutionnaire, et donc le sang de beaucoup de Lyonnais n'a fait qu'un tour. Mais là aussi, il y a non seulement un terreau politique, mais comme dans d'autres endroits, et j'en parlais avec Anne tout à l'heure, il y a un terreau de dissidence catholique précédente. C'est-à-dire à Lyon, il y avait un terreau janséniste très fort, et également un autre mouvement qui est moins connu, mais qu'on a appelé les illuminés ou les convulsionnistes. C'est des gens dont la doctrine principale consistait à expulser les démons. Alors c'est tout à fait chrétien, c'était l'évangile d'il n'y a pas très longtemps, l'expulsion des démons. Mais il y a des gens qui en avaient fait vraiment la base de leur catholicisme et qui ont eu quelques ennuis avec Rome dans les siècles précédents. Donc la petite église de Lyon a trouvé un terreau fertile, à la fois sur le plan politique, contre-révolutionnaire, et spirituel, avec les jansénistes et les convulsionnistes. Ce qui fait que cette petite église est très forte. Elle était représentée par des familles assez puissantes à Lyon, comme la famille Berlier, par exemple, qui est certainement la plus connue de toutes les grandes familles d'industriels lyonnais. Et pareil, comme pour la petite église du Haut-Poitou, qui a fini par se rallier sous Léon XIII, eh bien, il y a une tentative de la part des leaders du mouvement, il y a eu une tentative de ralliement, on est allé négocier avec Rome un ralliement, et c'est la base qui a refusé. Je dis, mais pas du tout, nous on est très bien comme ça, on ne veut absolument pas réintégrer l'Église catholique. Bon, très bien. Les chefs du mouvement lyonnais, deux familles, se sont convertis au catholicisme romain, mais les autres sont restés petite Église et sont toujours petite Église. Alors maintenant, après avoir évoqué, il y a beaucoup d'autres petites églises, il y a des petites églises dans le Toulousain, on ne pourrait pas tout nommer parce que c'est anecdotique par village. Donc je vous ai cité quelques exemples pour vous dire, pour illustrer le fait que c'est bien réparti dans pratiquement toute la France. Mais c'est très local. Et donc j'en arrive finalement à notre question des Blancs, du charolais et du brionnais. Je dis charolais et brionnais parce que pour moi le charolais-brionnais ça n'existe pas, c'est une création administrative contemporaine. On a deux zones bien distinctes, on a le charolais et le brionnais. Il y a eu des blancs en charolais, il y a eu des blancs en brionnais. Donc je ferai la distinction des deux, c'est pas par pédanterie, c'est pour essayer de respecter un peu l'histoire, n'est-ce pas Stéphanie? Donc les Blancs en Charolais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça n'est pas du tout un mouvement unifié. C'est un mouvement parfaitement spontané. Les gens ne sont pas du tout partis dans le mouvement anticoncordataire parce qu'ils étaient opposés à la suppression de l'évêché de Mâcon ou de l'évêché de Châlons. Ils sont rentrés dans ce mouvement par fidélité à leur curé. C'est la base, c'est ça, et c'est assez curieux quand on connaît la suite, puisqu'ils n'ont plus de curé. Un mouvement qui a tout abandonné par fidélité à ses curés a accepté de vivre sans curé une génération plus tard. Et ça continue depuis 2 siècles.
C'est quand même assez curieux. C'est quelque chose qui interroge vraiment. Donc, on a seulement des exemples individuels. On ne peut pas dire que le mouvement blanc est parti de telle décision au sommet de la hiérarchie. On n'a que des exemples de villages. Et dans chaque village, ça s'est passé de façon plus ou moins différente. Alors par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des regroupements d'évêchés, j'ai sans doute oublié de dire qu'il y a eu des regroupements de paroisses également. Et là, dans le cas du Charolais et du Brionnais, ce sont les regroupements de paroisses qui ont provoqué la colère des paroissiens. Et dans certains cas, on le comprend très bien. Le cas le plus emblématique, c'est celui des 2 communes d'avant la Révolution, de Châteauneuf et de Tancon. La commune de Châteauneuf a toujours été révolutionnaire et elle s'est dotée avec joie d'un prêtre jureur qui, disait-on, a juré tous les serments qu'il fallait, enfin avec mépris. C'était vraiment... C'était pas un compliment. Quand on a voulu regrouper Châteauneuf avec Tancon qui avait tenu ferme avec son curé réfractaire, les gens ont dit « Ah non, pas du tout, ça ne marchera pas comme ça ». On n'a pas suivi pendant presque 10 ans, 10 ans, au péril de notre vie, notre prêtre, pour l'abandonner maintenant, accepter qu'il soit démis de ses fonctions et suivre un prêtre jureur. Il n'en est pas question, on s'en va. Ils ont claqué la porte. Et ils ont continué à se réunir dans les endroits secrets, hérités de la contre-révolution. Enfin, hérités du moins du mouvement réfractaire. Il s'est passé la même chose dans la commune de Saint-Julien-de-Civry. Quand Saint-Germain a été couplé avec Saint-Julien-de-Civry, les habitants de Saint-Germain n'ont pas accepté. Alors eux, globalement, sont rentrés dans la communion de l'Église progressivement. Il n'y aurait plus, alors je parle toujours entre guillemets, mais c'est ce que m'ont confié les Blancs qui ont bien voulu me parler, il n'y aurait plus de Blancs à Saint-Germain-en-Brionnais, encore une fois, sous toute réserve. Parce qu'on voit toujours des Blancs qui vont prier sous la statue de Saint-Benoît dans l'église de Saint-Germain. Viennent-ils du village, viennent-ils d'ailleurs? Je ne sais pas. Et bien malin qui pourrait le dire, à part eux. Le reste, un peu au nord du Charolais, il y a des Blancs dans le Clunisois, dont la communauté existe toujours. Quand le bouquin est paru, on a eu plein de commandes de Bussière. Il y a aussi des Blancs, plus au sud de la Clette, dans le Beaujolais, dans le Forêt, des Blancs qui s'appellent Bleus là-bas, mais c'est un petit peu loin de chez nous. Donc globalement, dans le Brionnais, c'est surtout, on peut le voir, c'est visible à Saint-Julien-de-Civry par exemple. À Saint-Julien-de-Civry, vous avez un carré des Blancs dans le cimetière. Donc là, c'est clair et net, vous voyez le nombre de familles, le nombre de défunts, les dates des morts, savoir s'il y en a toujours. Si on continue à mourir dans les familles blanches, ça veut dire qu'il y en a toujours. Et en même temps, c'est révélateur de la pureté et du dépouillement de leurs pratiques, puisque ces tombes sont des simples tumulus de terre avec une croix de bois. Donc on n'est pas du tout dans les tombes en marbre, dans les statues, dans les choses. Les Blancs se font enterrer, on y viendra pour finir cet exposé, quand on évoquera les pratiques des Blancs, ils sont enterrés dans le plus simple appareil, dans une caisse en bois, à même la terre, avec un simple tumulus de terre, une croix de bois, c'est tout, c'est très simple. Donc quelles sont les pratiques des Blancs? Dans un premier temps, ils ont suivi la pratique catholique ordinaire, telle qu'ils l'ont apprise et telle que leurs prêtres leur ont apprise. Et il n'y avait pas de différence, sauf cette rupture avec la hiérarchie romaine. Ça a été le premier hiatus, si vous voulez. Et il sera suivi de beaucoup d'autres. Mais dans un premier temps, ils n'ont pas beaucoup vu la différence. Ils n'allaient plus à l'église du village, ils se réunissaient. Alors, on connaît ces endroits, le savoir populaire connaît ces endroits dans le Charolais. On peut les citer comme ça. Il y a la fontaine de Montvalais à Changy, qui est un lieu de rencontre des Blancs, qui était certainement sous la Révolution un lieu où on pouvait dire la messe de façon cachée, parce que c'est un endroit assez difficile d'accès. On voit aussi que c'est tout petit. La fontaine de Montvalais, il y a une propriété close tout autour. On ne peut pas tenir à 200 personnes à Montvalais. Donc on devine que c'est une communauté assez réduite qui se rassemblait là.
Il y a plusieurs chapelles. Il y a la chapelle de Sancenay, pas loin d'ici, qui est toujours un lieu de rencontre des Blancs. Je vous dirai comment ils se rencontrent tout à l'heure. Il y a les ruines d'une chapelle à Ozol. Il ne reste plus que la base des murs dans cette chapelle, mais les Blancs s'y réunissent toujours. Il y a une histoire assez amusante, je crois qu'il y a un universitaire qui écrivait un mémoire sur les Blancs, qui a voulu suivre un pèlerinage de Blancs dans cette chapelle d'Ozol, et quelqu'un a dit aux Blancs, vous savez, c'est un universitaire, et à partir de ce moment-là, ça a été le silence total, ils n'ont plus parlé de rien, ils sont tous rentrés chez eux, et le malheureux a été réduit à ne rien pouvoir rapporter comme témoignage de sa visite, tant ils sont secrets. Autre lieu, bon, je l'ai dit tout à l'heure, l'église de Saint-Germain-en-Brionnais, où on voit plutôt des gens prier individuellement. On sait qu'ils se retrouvent à gauche sous la statue de Saint-Benoît. Qu'est-ce que j'oublie bien sûr, j'oublie le plus important, et on y reviendra tout à l'heure, c'est la corne d'Artus. Là aussi, endroit difficile d'accès, amoncellement de rochers. Pendant la Révolution, c'était sans doute plus facile de se cacher là. On comprend très bien qu'ils aient continué à se réunir là. Donc, progressivement, ces lieux de messes réfractaires vont devenir, faute de prêtres, des lieux de prière, simplement. Plus des lieux de sacrement, des lieux de prière, et paradoxalement, même pas de prière collective. C'est-à-dire que le mouvement blanc, du moins dans le Charolais, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, va glisser vers une pratique complètement individualisée et au maximum familiale de la religion. Les Blancs n'auraient plus, je parle toujours au conditionnel, de cérémonies collectives. Non, évidemment plus de messe, puisque... oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'il n'y a jamais eu ni d'évêque blanc ordonné, même par les évêques les plus opposés, même Monseigneur Thémines, qui était vent debout contre le Concordat, Monseigneur Thémines n'a pas ordonné d'évêque. C'est très important. On pense à ce qui s'est passé avec la fraternité Saint-Pédis à côté, on voit très nettement la différence. Pas d'évêque et pas de prêtre non plus. Ils n'ont même pas oser aller contre leur hiérarchie en ordonnant des prêtres. Donc au bout d'un moment, à partir des années 1830-1850, il n'y a plus de clergé. Donc privés de clergé, les Blancs ont eu encore des cérémonies collectives pendant un temps, et puis petit à petit uniquement des cérémonies familiales et individuelles, c'est-à-dire, et ça m'a été confirmé, et ceux qui pourront le lire le liront dans l'interview des Blancs, il n'y a pas de prière collective. Quand on les voit ensemble, ils prient individuellement avec leur livre de prière, c'est-à-dire qu'ils lisent la messe ou ils lisent leur prière du jour, mais personne ne prend la parole, personne ne dirige une cérémonie, il n'y a pas du tout d'adape, ça n'a rien à voir avec une ADAP, assemblée dominicale en absence de prêtre, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc c'est très différent de ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église romaine. C'est un mouvement qui est devenu complètement individualiste et familial. C'est aussi le signe, alors c'est le signe de sa fidélité, de sa transmission, et c'est aussi le signe de ses limites. Parce que quand un membre d'une famille, et ça arrive de plus en plus aujourd'hui, épouse quelqu'un qui n'est pas blanc ou blanche, la tradition risque de s'en aller. Si on n'est pas forcé d'épouser la dissidence religieuse de la personne que l'on épouse. C'est très compliqué. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la pratique blanche se limite à ce livre de prière dont je vous ai parlé, au baptême. Ils ont quand même le baptême qui est administré par des laïcs et à une forme de communion qui est purement in memoriam, si vous voulez, qui n'est pas une communion, qui n'a rien de consacré, puisqu'ils n'ont plus d'hostie, ils n'ont plus de consécration, il n'y a pas de sacrement à proprement parler, mais ils ont une communion, et les enfants font une première communion, l'ami blanc qui nous a parlé en témoigne, sous la forme d'un pain levé, c'est pas un pain azime, c'est un pain levé ou une brioche. Cet ami en question, qui est de ma génération, a fait sa première communion blanche sous forme d'une brioche qui se partageait dans toute la famille. Voilà. Ce sont des choses très simples finalement, et ce sont des gens qui ne vont pas chercher midi à 14h, ce ne sont pas des gens qui ont une réflexion théologique, une exégèse approfondie, ce sont des gens qui essayent de pratiquer comme leurs parents leur ont enseigné, c'est tout.
Finalement, on est très loin des fantasmes qui courent sur les Blancs. On est dans une religion très simple, dans une pratique de vie quotidienne très morale, conforme aux préceptes de la religion catholique. Donc généralement, on a affaire à des gens extrêmement rigoureux sur le plan moral, extrêmement fiables. Ils sont reconnus partout pour cela. Quand les gens connaissent des Blancs et en parlent, c'est pour dire que ce sont des gens d'une grande honnêteté et d'une grande fiabilité. Mais, encore une fois, c'est difficile de le savoir. Je disais qu'il y avait des fantasmes. Alors parmi les fantasmes qui courent sur les Blancs, il y a des choses les plus invraisemblables qui malheureusement sont reprises dans l'Oias. Je citais tout à l'heure le pèlerinage à la corne d'Artus. C'est tout juste s'il n'y a pas des écriteaux du syndicat d'initiative locale qui met corne d'Artus, le confessionnal des Blancs. Il n'y a jamais eu de confessionnal des Blancs. Quand vous dites ça à un Blanc, il rigole. Il dit mais non, mais c'est pas sérieux, on n'est pas débiles, on ne va pas se confesser à une pierre. Fût-elle trouée ou n'importe quoi, il n'y a personne de l'autre côté, et on ne se confesse pas à un caillou, c'est absurde. Mais tout simplement, quand les Blancs vont en pèlerinage à la corne d'Artus, ils s'agenouillent à côté d'un rocher, parce qu'il n'y a que ça, des tas de rochers, et ils murmurent leurs prières à côté d'un rocher. Donc il y a des passants qui disent « Oh là là, ils se confessent à un rocher ». Voilà, c'est tout. Donc c'est une légende qui est à oublier très vite. Autre légende, qu'il y aurait un évêque des Blancs. Alors ça, on entretient tout un mystère autour de l'évêque des Blancs. C'est encore repris par Jean Gauthier dans son roman. Les Blancs s'insurgent contre cette notion d'évêque des Blancs. Ils ont eu tout au plus, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, ce qu'ils appelaient un conducteur. C'est-à-dire que l'un d'entre eux était choisi par la communauté pour présider les baptêmes, les communions et ces cérémonies collectives. Mais il n'avait pas plus d'autorité que ça. C'était quelqu'un qui était reconnu pour son autorité naturelle, mais pas plus. Pas plus. Donc pas d'évêque des Blancs. Il y a une famille qui a servi à inspirer Jean Gauthier. Dans le roman, elle s'appelle la famille Dury, on ne dira pas son véritable nom, c'est une famille qui était répartie entre Changy et la rue de la Madeleine à Charolles, et le patriarche de cette famille s'était autoproclamé évêque des Blancs. C'est encore vraisemblablement, d'après les autres Blancs, je suis toujours prudent, d'après les autres Blancs qui m'en ont parlé, c'est une légende. Il n'y a pas d'évêque des Blancs, ils n'ont pas quitté la hiérarchie ecclésiale pour s'en fabriquer une autre. Et la famille Dury du roman, avec tous les fantasmes qui tournent autour, est une invention romanesque ou tout au mieux une façon de vivre d'une seule famille, mais pas de tous les Blancs. Alors pour conclure et avant de répondre à vos questions, que deviennent les Blancs aujourd'hui ? Combien sont-ils ? Alors là, c'est encore un mystère, parce que si je lis l'interview qu'a bien voulu m'accorder mon ami Blanc, je vais essayer de retrouver exactement ce qu'il dit. En nombre, les Blancs du Charolais aujourd'hui, 3 petits points, long soupir. À Saint-Germain, c'est 10 personnes. À Saint-Symphorien, 10. À Saint-Julien, moins de 10. Après, il faut aller à Charlieu. Ce n'est plus le Charolais. Et puis aussi à Bussière, près de Cluny, c'est peut-être là qu'il y a le noyau le plus dur. En tout, je pourrais peut-être citer une petite centaine de personnes. Et même 100, c'est beaucoup. Donc voilà, on fait beaucoup d'histoires dans le Charolais pour des gens qui sont jugés n'être que 100. Je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, je me suis fait gronder par une dame du Haut-Beaujolais parce qu'elle disait qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que ça dans le Haut-Beaujolais. Donc en fait, on ne sait pas. Est-ce que c'est 100, est-ce que c'est 300, 400, 500 ? C'est pas beaucoup plus de toute façon. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie moderne conduit à l'éclatement, la disparition. Quand il n'y a pas eu des disparitions organisées comme en Vendée, où il y a eu des ralliements collectifs organisés, des tentatives ratées comme dans le Lyonnais, des extinctions naturelles, parce que les familles ont disparu tout simplement dans la région de Buxy,
Et il ne devrait plus y en avoir beaucoup parce que, faute de combattants, le combat a cessé dans la région de Buxy. Il y en a peut-être encore, c'est possible. Encore une fois, on est dans le secret. Mais officiellement, il n'y en a plus. Dans le Charolais, c'est donc très difficile de les compter. Leur difficulté actuelle, c'est le monde complètement ouvert dans lequel on vit. Quelle est la famille qui n'a pas au moins un enfant qui part à l'étranger? Quelle est la famille qui n'a pas un fils, une fille qui va faire ses études à Paris, à Lyon, à Strasbourg, ou qui part avec Erasmus à Barcelone ou à New York? Hein, et là, quelle est la famille où on n'a pas rencontré l'élu de son cœur dans un monde complètement différent? Donc c'est très difficile pour les Blancs de continuer à vivre en milieu fermé. Ils sont obligés de s'ouvrir. Alors c'est possible dans des familles d'artisans, par exemple. On ne peut pas les citer parce qu'il y a un doute, mais il y a des artisans connus dans le Charolais, dans le Brionnais, dont on dit qu'ils sont blancs et qui arrivent à se transmettre de père en fils cette religion, cette pratique, et là ça se maintient à condition de se marier entre eux. Mais ils sont soumis comme tous les autres aux évolutions de la société, et l'entre-soi devient très difficile. Et je terminerai en disant que cet entre-soi est à mettre en comparaison avec ce qui s'est passé avec d'autres réfractaires. Les anticoncordataires se sont repliés sur eux-mêmes, ont renoncé à tout prosélytisme, ont renoncé à toute forme d'évangélisation. Ce n'est pas du tout leur problème. Ils se contrefichent de convertir qui que ce soit, de porter la bonne parole à qui que ce soit, ce n'est pas leur problème. Ils ont un mode de vie exemplaire, cela leur suffit. Mais le prosélytisme est totalement banni de leurs préoccupations. À côté de ça, on a eu une réaction complètement inverse chez d'autres réfractaires, et ce comportement est très bien mis en valeur par un historien, François Bijoux-Duval, qui a écrit un ouvrage absolument remarquable que je vous recommande à tous, qui s'appelle « Le massacre de Tientsin ». C'est un ouvrage récent, il doit dater de 2015. On le trouve à la librairie du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial. Oui, je ne connais pas ce monsieur, donc j'ai aucune raison de lui faire de la publicité, mais je suis tellement admiratif de son travail que je recommande chaleureusement la lecture de son livre. Ça s'appelle « Les massacres de Tientsin ». Tientsin, c'est en Chine, et ces massacres ont eu lieu en 1870. Vous allez me dire quel rapport avec les anticoncordataires? Eh bien, tout simplement que les bonnes sœurs et les prêtres qui ont été massacrés à Tientsin par les révoltés chinois, les gens qui se révoltaient contre les tentatives d'emprise de l'Occident sur la Chine, Tientsin étant le port de Pékin, c'est très important. Il y avait les légations à Tientsin, il y avait les couvents, il y avait les missions étrangères, il y avait plusieurs ordres religieux. Et ces gens ont été massacrés en 1870, en haine de la foi catholique, et ils étaient pratiquement tous issus de familles réfractaires. Et c'est à cela que je veux en venir. C'est-à-dire que les missions étrangères ont été un extraordinaire terreau d'évangélisation venu du milieu réfractaire, c'est-à-dire des catholiques monarchistes les plus hostiles à la Révolution. Et dans le même milieu réfractaire, on a eu les Blancs, qui eux se sont complètement repliés sur eux. Et je trouve très intéressant pour l'historien et pour nous tous, pour les chrétiens en général, de faire le parallèle entre ce sens de la mission qui s'est développé à l'étranger, et notamment tous ceux qui sont partis en Indochine et en Chine, et là j'en arrive à mon sujet, à mon dada, si je puis dire. Et puis, ce qui s'est passé chez nous, qui est cette fermeture. Je n'en fais pas reproche, je ne juge pas les Blancs, mais on constate simplement qu'il y a un refus de prosélytisme et une fermeture, un entre-soi, qui est quand même assez particulier pour des chrétiens. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai certainement beaucoup de lacunes et je répondrai avec plaisir à vos questions.